On va passer la parole au deuxième participant. Donc, Jean-Pierre Cardy. Alors, je suis présenté comme ancien directeur de l'EPLE du Valentin. Alors, EPL, c'est Établissement public local d'enseignement, pour ceux qui ne savent pas, et c'est un lycée agricole. Et j'ai été donc responsable, c'est-à-dire directeur de l'EPL et proviseur du lycée. Et il y avait des CFPPA, une exploitation, un point de vente, enfin bref, un tas de choses. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Donc je ne le suis plus puisque je suis retraité depuis 1 an et quelques mois. Mais je suis toujours président d'un conseil local de développement. Et c'est peut-être un des endroits où... alors, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je connais un certain nombre, parce qu'on se réunit souvent entre nous, entre Drôme et Ardèche en l'occurrence, pour échanger nos expériences et nos points de vue. Ce que je retiens de cette affaire, c'est que, il faut un enjeu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enjeu, si on se réunit juste pour se réunir, on peut boire un coup, mais ça, c'est pas forcément inutile, hein. Ou aller voir un match de rugby ensemble. Ensuite, il faut... alors, c'est le rôle, je crois, du président du CLD, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'être le médiateur et surtout de ne pas prendre parti et de veiller à ce que personne ne prenne le pouvoir dans cette affaire. Parce qu'il y a plein de gens qui attendent que ça. Et qui sont... parce que c'est très rare des situations comme ça. Et donc, dès qu'il y en a un qui prend le pouvoir, ou un groupe qui prend le pouvoir, tous les autres s'en vont. Et donc, on se retrouve entre gens qui pensent la même chose, et du coup, on n'avance pas. Alors certes, on peut se gargariser de l'utilisation du vélo sur les plates-bandes entre telle ville et telle ville, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et c'est important qu'il y ait des gens extrêmement différents dans ces instances et qu'ils y restent et qu'on aille jusqu'au bout. Alors c'est pas simple parce qu'il faut trouver aussi les gens qui sont là. Et ça me fait penser à sans doute une question moi que je me pose souvent, c'est celle des systèmes de représentation. Et je crois que dans ce pays, en tout cas moi je connais que celui-là un peu mieux, on a un problème des systèmes de représentation parce que je ne suis pas sûr qu'ils traduisent ce que les individus en tant que tels et qui le disent de plus en plus ont envie d'entendre ou de proposer des actions ou en tout cas des revendications à faire. Et de ce point de vue-là, les territoires, puisque pour revenir au sujet, c'est gestion territorialisée du développement des compétences, j'ai fait le calcul, à part les du et des, tout le reste, c'est des mots valises. C'est-à-dire que gestion, je veux bien qu'on en discute, on va y passer quelques jours. Territoire et territorialisé, on y a passé pas mal de temps. Développement, on n'en a pas parlé, mais c'est une sacrée question, qu'est-ce qu'on développe? Et puis les compétences, alors là, c'est un truc que j'ai jamais compris, moi. J'étais content d'entendre Mérieux qui m'a donné, je dirais, un peu d'espoir et en tout cas la certitude que j'étais peut-être pas complètement idiot dans la mesure où ça me semblait pas forcément la meilleure façon de traiter le problème de la formation que de parler des compétences. Bon, enfin. Alors la question c'est donc, c'est curieux parce que ce titre il porte pas de point d'interrogation. C'est-à-dire voilà, c'est comme ça. On va gérer territorialement les compétences, le développement des compétences. Et moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est la question. C'est-à-dire, c'est plus, si on est ensemble, c'est parce qu'on a des questions qu'on doit partager. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste pour entendre un discours sur ce qu'il faut faire. Et donc la question, c'est comment faire, finalement induite par ce titre. Alors, moi, ce qui me fait peur dans ces compétences, et pour en terminer avec ça, c'est que derrière, je sens souvent, et on l'a entendu quelquefois, que c'est adapter les individus aux besoins de compétences de certains. Hein, je dis de certains, parce que ce n'est pas forcément que les chefs d'entreprise qui sont accablés là-dessus.
Ou bien est-ce que ça ne serait pas préparer les habitants d'un territoire à imaginer et créer de nouveaux produits, de nouveaux services, une nouvelle forme de société? Voilà, moi je préfère cette façon de voir. Et avant de savoir donc comment faire, je crois que c'est très très important, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je me préparais, c'est se demander ce que l'on veut faire. Et je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord là-dessus. Il y a un autre constat, pour moi, qui me paraît important en tant qu'observateur sur mon petit territoire là, de la Drôme des Collines. Hein, c'est un territoire, moi, que j'aime bien, banal. Bon, en plus, on est traversé par des routes, des autoroutes, donc on ne peut même pas se plaindre qu'on est isolé. Mais ça reste un territoire banal et j'adore ces territoires banals. C'est-à-dire, nous, on n'a pas le Mont Blanc, on n'a pas, je sais pas quoi, d'autres trucs comme ça. Et ce que j'entends souvent, c'est on est en train de changer de société. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire il se passe des choses, on est en train de changer de société. Et à ce moment-là, moi, la question que je me pose, et suite à ce que j'ai entendu de Philippe Mérieux hier, ça renforce mon point de vue, à savoir que comment inventer une nouvelle société, une société de l'intelligence, du pari de l'intelligence dont parlait hier soir Philippe Mérieux. Et donc maintenant, la question, c'est quelle formation pour créer ces conditions d'émergence d'une nouvelle société, d'une nouvelle économie, parce que quand même là-dedans, quand on parle de nouvelle société, c'est d'abord et essentiellement de l'économique que l'on parle. Alors moi, j'ai repéré un certain nombre de pièges à éviter. Le premier, il est simple et facile à comprendre. C'est, en tout cas moi en tant que formateur, c'est le danger de ce que j'appelle la photocopie. C'est-à-dire, c'est tellement plus simple de refaire un truc. Voilà, je vais à la photocopieuse et j'en tire X exemplaires et je lâche des gamins dans la nature. Ils sont faits comme étaient faits les autres avant, donc il n'y a pas de problème. Deuxième piège, l'exigence du temps rapide. Il faut faire vite, les gars, comme si les armées ennemies étaient aux portes. Il faut faire vite. Et du coup, quand on veut faire vite, on fait un système pour adapter les gens à la société et non pas pour en créer une nouvelle, parce que ça prend du temps. Hein. Troisième piège, la peur de l'inconnu et la peur de se tromper. Alors ça, je l'entends souvent, et moi-même, je me pose des questions. Un inconnu, ça fait peur. Alors, j'ai connu la révolution, entre guillemets, des années 60. Là, on savait où on allait. C'était comment demain, j'aurai une bagnole plus grosse, une télé plus grande, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas vers quoi on va aller quand on voit que ces enfants, ils ne peuvent plus vivre comme on vivait, ou en tout cas pas avec l'espoir qu'on avait. Et là, on ne peut pas rester les bras ballants face à ça. Autre piège, la rigidité des systèmes. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui étaient très centralisés. Moi, j'en ai connu un de près. Heureusement, il était petit. Et du coup, on se faufilait là-dedans. Et puis, comme m'avait dit un jour un inspecteur général de l'Éducation nationale, vous avez la chance que le ministre de l'Agriculture, quand il change, il ne commence pas à se dire « Tiens, je vais faire une réforme de l'enseignement agricole ». Il s'en fout. De temps en temps, une fois par tous les 2 ou 3 ans, il se dit, il y a quelqu'un, sûrement un conseiller, qui lui dit « Ça serait bien d'aller voir un lycée agricole ». Donc on l'emmène se promener pendant 2 heures, il caresse une vache, et puis il repart chez lui, et il est content. Il se dit ils sont bien, ces gamins. Je me souviens de Rocard, il avait dit à un colloque à Paris « J'ai vu dans les yeux des enfants briller la joie de... » Voilà, et ça nous avait fait rire, parce que, bon, on avait dit tant mieux, mais... D'ailleurs, on avait repeint dans le lycée l'endroit où il passait. C'est une autre anecdote. Le reste, non, on avait dit surtout, vous n'ouvrez pas la porte, on va l'emmener là. Et donc, il avait vu que des choses bien. Et nous, on était contents parce qu'il était content. Autre obstacle, le coût. Le coût. Et moi, j'ai vu arriver des gestionnaires dans les années... ça a commencé à la fin des années 80.
c'était des gens qui disaient, bon, attends, tu te rends compte de ce que ça coûte ton truc, voilà, et donc maintenant, on va pas te laisser jouer avec ça. Et puis du coup, comme ça coûte cher d'innover, que c'est pour un truc, peut-être ça va pas être tout de suite, attends, non, on refait ce qui est, ça on sait le faire, éventuellement on serre les boulons sur ce qui est fait, et puis comme ça coûte pas cher. Et puis le dernier, et celui-là, ça rejoint ce qu'a dit Philippe Mérieux, parce que c'est quelque chose pour moi qui est au fondement même de mon acte d'enseignant, d'éducateur, c'est ce que Bourdieu appelle le racisme de l'intelligence. Et le racisme de l'intelligence, Bourdieu, il le définit comme ça. C'est ce qui fait que le dominant se sent justifié d'exister comme dominant. Ben, mea culpa, ça m'est arrivé. Hein. Et c'est très facile à faire. Et Jean-Pierre Darret, qui est un sociologue de l'INRA, il dit combien j'ai entendu de gens de peu, des paysans, des ouvriers dire « Ah, mon Dieu, que je suis bête ». Il dit c'est une phrase que vous n'entendrez jamais dans la bouche d'un cadre supérieur ou de quelqu'un qui a du pouvoir. Et bien ça doit nous faire réfléchir. Voilà, ça fait partie des choses simples hein, qui doivent nous faire réfléchir, en tout cas quand on veut parler de formation, à mon avis. Alors, pourtant, il y a des choses qui sont faites. Vous avez tout à l'heure, j'ai évoqué ces territoires et les conseils locaux de développement, mais en région Rhône-Alpes, mais c'est vrai aussi dans d'autres régions, on a créé des instances de concertation. Alors au début, ça a été, on y va, comme ça, il y a la région, c'est elle qui file le fric, on va essayer de faire passer nos trucs. Ça, c'est, vous réunissez des gens avec un type qui a du fric à dépenser, qui ne sait pas trop ce qu'il va en faire et qui a peur d'une chose, surtout, c'est qu'il se fasse piquer dans la poche avant d'y avoir mis la main, parce que c'est ça qu'on va lui expliquer avec force détail qu'on est les meilleurs du monde et qu'il faut nous donner l'argent qu'il a. Et donc, au début, ça a été ça. Puis de l'autre côté, il y avait des gens qui sont arrivés, parce qu'il y avait même des représentants de la société civile. Alors, société civile, ça veut dire des habitants. Puis il y a un type qui arrivait, qui avait une grande gueule, et qui a commencé à dire tout ce qui n'allait pas chez lui. Une dame qui a dit qu'on ne lui avait pas donné d'argent pour isoler sa maison. Enfin, des choses comme ça, il faut le gérer au début, il faut le laisser passer parce qu'on sait que c'est normal et que quand vous mettez des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Moi, mon rêve, ça serait d'avoir dans mon CLD Eliane Bettencourt et des gens de la CGT, quoi. Faire parler des gens qui se rencontrent. Vous rencontrez, est-ce que vous vous rendez compte si vous tracez le cercle des gens que chacun connaît? Vous vous amusez à tracer le cercle des gens avec qui il parle en dehors de la caissière du supermarché pour la traiter de connasse parce qu'elle n'a pas essuyé le truc ou qu'elle va trop vite ou pas assez vite. Eh bien, quand on fait ça, c'est-à-dire, qui est-ce qu'on rencontre? Eh bien, moi, j'ai l'impression que dans cette société aujourd'hui, il y a des espaces vides entre les masses de bulles, là, hein, qui elles-mêmes se trouvent bien et disent, bon, on ne va pas habiter ce quartier parce que c'est de la merde, on ne va pas y envoyer nos enfants. Le truc le plus terrible qu'on a inventé il y a très peu à l'éducation nationale, c'est d'autoriser à aller dans un autre lycée. Si vous voulez faire des lycées rien qu'avec des étrangers, c'est très facile, ça va arriver, vous allez voir, ça va être très, très vite fait. Donc, il faut trouver des lieux comme ça où on met ensemble les gens qui ne se rencontrent jamais. Alors, c'est un vœu pieux, vous allez dire à moi, qu'est-ce que vous voulez, en tant qu'ancien proviseur en plus, que je me définis comme amateur, bon, je fais ce que je peux, mais là, c'est avec l'appui en fait des élus locaux, en se disant que sur ce territoire, on a peut-être quelque chose à faire. On n'a pas énormément de moyens, mais on s'en fout, c'est pas les moyens qui comptent, c'est ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a envie de faire. Alors, pour rendre plus fort ce système, à mon avis, il faut une intention politique affirmée.
Et je trouve qu'au niveau de la région, là, ça a été assez bien fait. On a mis un élu régional. Et alors après avoir traversé la tempête, ça se calme. Les gens ont compris qu'on ne venait pas là que pour chercher du pognon. Et il faut cette intention politique, à mon avis, elle est indispensable. Il faut qu'elle soit expliquée. C'est pas facile pour les élus régionaux. Hein. C'est pas facile pour eux, et il me semble qu'il serait bon qu'ils soient accompagnés là-dessus. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'on peut mettre de la sociologie, des choses comme ça, pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça me paraît excessivement important. Alors, après cette intention comme base essentielle hein, pour gérer au niveau du territoire, il me semble qu'il faut construire une représentation partagée d'un projet politique. C'est-à-dire que l'élu, pour moi, c'est pas un type qui arrive en disant voilà, demain ça va être comme ça, allez, vous parlez, vous, et puis on vous écoute, d'accord, 5 minutes, et puis vous sortez de la salle. Non, il faut que se construise. Quand je parle de l'intention du politique, c'est l'intention de construire quelque chose. C'est pas d'arriver avec un truc tout fait. Et cette intention de construire, elle doit donner naissance à un véritable projet. Alors, y compris de toutes les faiblesses et de toutes les questions qu'on peut se poser. Hein, parce que Dieu sait s'il y a des questions aujourd'hui. Un autre point qui me paraît extrêmement important, c'est une attention très précise accordée à tous les changements plus ou moins imperceptibles portés par les acteurs du territoire. Moi, sur mon petit territoire, je découvre presque tous les jours des gens qui inventent des choses nouvelles. Et ces gens-là, il y en a qui vont mourir, hein, c'est le principe de l'innovation. Hein. Bon, c'est dommage, il faut l'accompagner éventuellement, mais surtout pas la maintenir en respiration artificielle quand ça ne marche pas du tout. Mais c'est très très important d'être attentif à tous ces signaux faibles. Et là, pour le prochain contrat, on essaye de faire passer au CLD un travail là-dessus, c'est-à-dire repérer des gens qui sont dans une... C'est des fois de l'économie grise, hein, c'est des trucs comme ça, mais c'est, à mon avis, très très important. Et sans a priori. Parce que on en entend des gens qui disent oh ben, voilà, ça c'est conforme à des modes de pensée, machin, etc. Moi, je suis très éclectique là-dessus et j'accepte des choses qui sont même y compris contraires peut-être à ce que je pensais 5 minutes avant, avec quand même des valeurs profondes à partager, et c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas faire n'importe quoi. C'est important, là, de parler de dignité de tous les acteurs. Hein. Il ne faut surtout pas accepter l'indignité. Hein. Il y a un autre point aussi, alors celui-là, je ne sais pas, ça fait des années que j'essaye de travailler là-dessus, c'est injecter de la recherche dans les territoires, et particulièrement dans les toutes petites entreprises. Ça m'est arrivé, j'ai réussi quelques coups comme ça. Je peux vous dire que c'est hyper émouvant à la fin quand un paysan qui m'avait dit « Attends, tu vas pas m'amener un prof de fac, moi j'ai juste un CAP, je vais paraître ridicule ». Et quelques mois plus tard, parce qu'ils avaient réussi à travailler ensemble et que les deux étaient satisfaits et que j'apprends que le prof de fac, il est allé manger chez l'autre le dimanche, je me suis dit « Putain, là, on peut changer de société ». Et donc, j'aimerais bien... Et quand en plus, les universitaires me disent qu'ils ont trouvé beaucoup de raisons, eux, d'exister, de bonheur même, hein, à être dans cette relation. Eh bien, je crois que ça, si on veut que notre société change, il faut qu'on arrive à tisser ces liens. Alors c'est très difficile, c'est un peu compliqué avec l'université, ça s'arrange.
Mais c'est un peu compliqué avec l'université parce que, bon, il y a des labos, machin, ils sont plus ou moins indépendants. L'INRA, pour moi, c'est très facile. J'appelle un mec à l'INRA que je connais, je lui dis qui c'est qui s'occupe de ça. 10 minutes après, j'ai le téléphone, le machin, là, j'ai toutes les coordonnées. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire sur un territoire cet enjeu-là de mettre en relation, de mettre des stagiaires, de mettre des thésards, de faire venir des chercheurs, de travailler sur certains thèmes, c'est indispensable. Et c'est à faire, non pas avec les grandes entreprises, eux ils savent faire, ils sont dans la même culture, mais c'est à faire avec les TPE. Et je crois qu'il faut, on avait essayé avec un directeur de l'INPG, là, de Grenoble, d'imaginer on avait appelé ça des traducteurs, parce qu'au départ, ils ne parlent pas la même chose. Et si vous laissez faire, soit c'est le chercheur qui va imposer son langage au bonhomme du terrain, soit le bonhomme du terrain, lui, il va se sauver en 4e vitesse, ou bien s'il est poli, il va dire, bon, bah, je dois être con, hein, mais j'ai rien compris à ce qu'il a dit ou fait ou écrit. Et donc, il faut sans doute des traducteurs, parce que, encore une fois, c'est pas une affaire simple à faire, mais ça me paraît. Alors là, on parle de société de la connaissance. Ça, c'est un truc, vous savez, ça date de 2000, Lisbonne, Europe. Et il y a des gens qui traduisent ça, c'est marrant, par tout le monde à Bac+5, quoi. Ceci dit, c'est peut-être pas bête. Hein. On a vu que les BTS, là, ils veulent continuer. On est en train de former des gens à des niveaux Bac+5 qui sont passés par des BEP, des Bac Pro, des BTS, et ça va être un changement. Mais ça, c'est pas ça la société de la connaissance. La société de la connaissance, pour moi, c'est que le quotidien devienne un lieu de production de connaissances. C'est-à-dire, comment on fait pour que dans le quotidien, le plus banal de chacun d'entre nous, on soit capable d'être coproducteur ou producteur même de connaissances, et du coup, ça enrichit, etc., etc. Enfin, il me reste quoi, 3 secondes ? Juste le temps de finir. D'accord. Il y a un autre truc aussi. Là aussi, des fois, j'aime bien, je disais toujours à mes profs, il faut raisonner en ethnologue dogon. D'ailleurs, un jour, il y en a un qui est venu, il m'a dit, tu sais, la semaine prochaine, je vais au pays dogon. Ah, j'ai dit, bon, c'était pas tout à fait ça le but de la manœuvre, mais ceci dit, c'est très bien pour toi. Mais raisonner en ethnologue dogon, c'est-à-dire se demander comment la tribu, elle fonctionne. Hein, comment on est en train de fonctionner. Et alors là, il y a un truc étonnant dans cette tribu, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a la formation initiale, et puis après, il y a la formation continue. Ils ne se parlent jamais. C'est pas les mêmes. Moi, j'ai essayé, là, dans le lycée, que je participais à sa conception et construction, et j'ai mis le CFPPA au milieu du reste. Bon, après, je m'en suis un peu mordu les doigts, il a fallu... Parce que, en fait, c'était la culture de la formation initiale qui passait dans les formateurs de la formation continue, qui venaient me dire, t'as vu les autres, ils sont partis à 16h, ils ont dit bon week-end, on était jeudi. Ah ouais, d'accord, et ça t'embête, toi? Ben oui, moi je suis un con, lui il fait 18h, et puis en plus quand les élèves en stage, il les fait pas, enfin bref. Donc c'est pas simple, mais si on commence pas au lycée, ce que j'ai dit tout à l'heure, mettre ensemble les gens qui sont différents, comment voulez-vous qu'après ils aient envie d'être ensemble? C'est tout bête, enfin je veux dire, c'est une réflexion de Dogon là, hein, c'est pas... Enfin, j'ai beaucoup de respect, ceci dit, pour les Dogons, et c'est pour ça qu'il me semble quelquefois très qualifié, en tout cas mieux que moi. Et puis, il y a un truc qui me paraît important, que n'a pas dit, enfin c'était, il me semble, sous-entendu dans Jacotot et puis dans Mérieux, c'est que l'idée qu'on peut produire de la connaissance par et pour l'action. Alors, je ne méprise pas la connaissance pour la connaissance, hein, soyons clairs. Je veux dire, si un proviseur vient vous dire ça, vous allez dire, bon, maintenant je ne crains plus rien, mais avant on m'aurait destitué sur le champ. Mais produire de la connaissance par et pour l'action, c'est le meilleur moyen, non pas de faire cette intelligence de la main, tout ça.
c'est pas ça qui m'intéresse, vous l'avez compris, mais c'est l'intelligence même. C'est cette devise, moi j'avais envie de la mettre dans toutes les salles de classe de Piaget, cette phrase de Piaget. L'intelligence, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Ben, ça doit être le seul programme de la plupart des profs. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Et donc, le véritable enjeu, c'est, à mon avis, moi je suis pour un certain nombre de choses terre à terre, et pour le fait que toutes nos intentions, on y réfléchisse au quotidien, dans notre quotidien, et comment est-ce qu'on peut traduire en actes ces affaires-là. Un petit exemple qu'on a fait, c'est au lycée du Valentin, on avait une exploitation en pleine ville, avec 50 vaches laitières, des hectares de fruitiers, etc. Et quand je suis arrivé en 2004, le conseil général qui était propriétaire du terrain m'a dit « Tu sais pas, qu'est-ce que tu fais de ta ferme ?» Ben oui, c'est vrai, on n'avait pas de formation en arbo, pas de formation en élevage. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette affaire-là? Ça devient la ferme de Marie-Antoinette. Alors, ça allait bien, parce qu'on avait des BTS, des classes prépa dans le lycée, des bacs C, et les parents disaient, le petit, il sera bien, il sera au milieu des champs, il va contempler l'herbe, la bonne, hein, pas là. Et donc, là, on est sûr que ça va bien se passer. Eh bien, on a réfléchi à quoi nous servait l'exploitation. Et on s'est dit que c'était le truc le plus génial qu'on avait. Et on en a fait la discipline d'enseignement général, la plus générale du lycée. C'est comme ça qu'on l'a définie. Où on propose des situations aux élèves et surtout des situations où nous, on n'a pas la réponse. Eh bien, si je vous disais, comme c'est émouvant, ces gamins, quand ils allaient voir et qu'ils faisaient le compte-rendu après une semaine, moi, j'avais les yeux qui brillaient, là, pour le coup. Parce que je m'étais dit, on a fait du bon boulot. Et un élève peut-être qui n'était pas bon en maths ou dans une autre discipline, eh ben, il était capable de comprendre une situation, d'entrer dedans. Et je me suis dit, là, c'est l'intelligence de l'être humain qui est en train de marcher. Voilà. Autrement dit, et c'est ma dernière phrase, rassure-toi, faire le pari de l'intelligence. Alors, nous, sur le territoire, notre territoire banal, on a dit comment en faire un territoire qui pétille. Et un territoire qui pétille, c'est-à-dire un endroit où il va y avoir des étincelles. On ne sait pas où, mais on sait qu'il y aura des étincelles. Et notre boulot, c'est qu'on soit capable de voir les étincelles.